Lors de sa récente visite aux États-Unis, le président français Nicolas Sarkozy a rencontré les dirigeants de la communauté juive américaine, accompagné du président du CRIF, Robert Pasquier, et de son ministre des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Lors d'une cérémonie organisée en l'honneur du nouveau locataire de l'Élysée, Sarkozy a mis l'emphase sur l'amitié indéniable qui existe entre Washington et Paris, mais également sur l'importance du combat contre le racisme et l'antisémitisme, avant de réitérer son inconditionnalité à la sécurité de l'État d'Israël. InfoLive TV reproduit ici l'intégralité de l'allocution du président français. Bon, chers amis, permettez-moi de vous remercier de votre accueil ce matin et de ces mots extrêmement chaleureux. Avec ce qu'il vient d'être dit, je n'ai plus qu'un seul choix, c'est celui de vous décevoir. Parce qu'avec une telle introduction, naturellement, je ne peux pas être à la hauteur de vos attentes. Sachez que je suis très honoré de recevoir cette flamme inextinguible de la liberté. Je veux y voir un hommage à tous ceux qui, au quotidien, dans mon pays comme dans le monde, mais dans mon pays, mènent le combat contre toutes les formes de racisme et d'antisémitisme. Bon, je parle sous le contrôle des ministres qui sont ici, au premier rang desquels se trouve Bernard Kouchner, qui aurait pu recevoir ce prix, bien sûr. Moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder la situation en face. Combattre l'antisémitisme, c'est d'abord refuser de le minimiser. C'est la première chose. Le racisme, l'antisémitisme sont des bêtes tellement immondes que le premier réflexe d'une société démocratique, c'est de dire ça n'existe pas parce que ça ne peut pas exister. Non. Moi, j'ai tout de suite pensé, Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée, se souvient certainement d'une fameuse séance de questions d'actualité où j'avais dit mais si ça existe. Et on ne peut pas combattre ce qu'on nie. Et j'ai voulu reconnaître la gravité du phénomène. Parce que si on ne se met pas d'accord sur un diagnostic, on ne peut pas trouver les remèdes pour le combattre. Et lorsque je suis devenu ministre de l'Intérieur, j'avais été frappé de voir que la communauté juive de France, Monsieur le Président Pasquier, et le ministère de l'Intérieur n'étaient même pas capables de se mettre d'accord sur le nombre de faits d'antisémitisme et de racisme. Écoutez, comment voulez-vous avoir une action efficace si vous n'êtes même pas capable d'analyser ce qui se passe? Je me souviens d'un ministre de l'Intérieur dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Vaut mieux. Enfin, je me souviens de lui, mais pas. Enfin, si on me pousse sur la torture, je dirais peut-être son prénom. Qui disait oui, il y a des synagogues qui brûlent, mais enfin, il y a aussi des voitures qui brûlent. Il ne faut pas lui en vouloir. C'est plus consternant qu'autre chose. Et j'ai voulu dire que la France n'était pas un pays antisémite, mais que l'antisémitisme, ça existait. Voilà. C'est la première chose que j'ai voulu faire. Et à partir du moment où déjà on s'est mis d'accord sur la gravité du problème, maintenant il n'y a plus aucune polémique en France, je parle sous le contrôle du président, aucune, sur le nombre d'agressions, de menaces, d'insultes antisémites. À partir de ce moment-là, on connaît le phénomène, on peut l'attaquer. Ça, c'était la première orientation stratégique. Et puis j'ai voulu une deuxième orientation stratégique. J'étais fasciné de voir qu'on expliquait l'antisémitisme. Et là, je veux m'expliquer avec vous. Je veux dire avec gravité et avec sonalité que quand on explique l'inexplicable, c'est qu'on s'apprête à excuser l'inexcusable.
Et je suis prêt à répéter cette phrase autant de fois qu'il le faut. Il faut combattre l'antisémitisme et le racisme frontalement. Les analyses intellectuelles pour expliquer les différentes façons d'arriver à l'antisémitisme ne sont que des formes de complicité indirecte, parce que si on explique l'antisémitisme, c'est donc qu'il y a des raisons qui pourraient excuser l'antisémitisme. Si on explique le racisme, c'est donc qu'il y a des voies meilleures que d'autres pour aller au racisme. Ça n'a aucun sens. L'antisémitisme, on le combat frontalement, le racisme, on le combat frontalement, et on ne fait pas des livres entiers pour expliquer les différentes façons de ne pas aimer les juifs ou les différentes façons de ne pas aimer les noirs. Trop d'intelligence en la matière conduit à une forme de complicité. Est-ce qu'on explique pourquoi on viole? Est-ce qu'on explique pourquoi on veut dévaliser une banque? Alors il y avait l'antisémitisme à cause du sionisme, il y avait l'antisémitisme bourgeois, il y avait l'antisémitisme d'extrême droite, il y avait l'antisémitisme d'extrême gauche. Pour moi, c'est les mêmes. C'est le visage de la bêtise et c'est le visage de la haine. Et la haine et la bêtise, ça ne s'explique pas, ça se combat. Et une fois qu'on fait cela, on peut avoir des résultats. Enfin, troisième chose, je veux parler de la question d'Israël et de ses voisins. J'ai toujours pensé, c'est vrai, qu'Israël c'était une forme de miracle. Bon, écoutez, il suffit de revoir, de connaître un peu l'histoire du monde. Il en a fallu des millénaires pour arriver à Israël. Ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu la Shoah. Et la question du respect du droit à la sécurité d'Israël et de l'intégrité d'Israël, c'est une question qui ne concerne pas simplement les Juifs dans le monde. Parce que Israël, c'est d'une certaine façon cette terre qui, pour chaque Juif à travers le monde, il se dit, si dans mon pays m'arrive quelque chose, je pourrais aller là-bas. Et c'est toujours absurde d'essayer d'opposer l'attachement des Juifs de France à la France et l'attachement des Juifs de France à Israël. Je parle de la France parce que je suis président de la France, mais je pourrais dire pour tout un tas d'autres pays. Et c'est un enjeu qui vient bien au-delà de la communauté juive. De la même façon que le problème de l'antisémitisme, ce n'est pas le problème des Juifs de France, c'est le problème de la République française. Parce que quand un Juif a peur en France parce qu'il est juif, c'est une tache sur le drapeau tricolore. Ce n'est pas simplement un problème pour la communauté juive de France, c'est un problème pour la communauté nationale. Parce que ça commence par les juifs et on sait parfaitement que ça continue par tous les autres. Et qu'en défendant les juifs, on défend tous ceux qui peuvent à un moment ou à un autre s'estimer être minoritaires. Et la démocratie, c'est justement cela, la défense et le respect des minorités. Et j'affirme que la question de la sécurité d'Israël, une question qui me touche, pas du tout parce que moi-même je serais juif, ce qui n'est pas le cas, mais parce que Israël, c'était en vérité la sortie par le haut de la période la pire du XXe siècle. Enfin, pardon de ce raccourci, il y aurait des tas d'autres choses à dire, mais enfin de cette barbarie, de ce monde tourneboulé par une guerre moyenâgeuse. Rendez-vous compte quand même, au XXe siècle, en Europe, on veut exterminer les Juifs. On pensait que c'était réservé à l'histoire ancienne. Non, c'était hier. Sur Israël. Bon. Le droit à la sécurité d'Israël, c'est important. Pour moi, c'est capital. Et à partir de ce moment-là, je veux avoir la liberté de dire aux gouvernements successifs israéliens
que la France est d'accord ou pas d'accord. Je suis un inconditionnel, moi, de la sécurité d'Israël. Mais je ne suis pas un inconditionnel des différents gouvernements israéliens. Je le dis comme je le pense, comme je l'ai dit récemment avec Bernard Kouchner à Helmut Olmert qui m'a invité, c'est un grand honneur, et ça a quand même une certaine signification, à venir parler devant la Knesset. Et après, parce que j'ai dit ce que j'ai dit, je veux qu'il soit bien acté que je souhaite, aussi pour la sécurité d'Israël, un État palestinien viable. Et je pense, voyez-vous, à l'inverse de beaucoup de gens à travers le monde, que c'est justement parce que rien ne va que tout est possible. Ce n'est pas une question de tempérament, ce n'est pas une question d'optimisme. C'est justement parce que tout le monde est en dos au mur, ils n'ont de choix que d'avancer. Et c'est pour ça qu'il faut être optimiste. Et c'est pour ça que la France pousse à un accord, à un véritable accord, tout de suite, pas demain, parce qu'on a déjà trop attendu, parce que c'est l'intérêt du président de l'autorité palestinienne qui est un accord, parce que c'est l'intérêt d'Israël qui est un accord, parce que les premiers concernés par un accord seront les Israéliens, parce que c'est l'intérêt des États-Unis d'Amérique, un accord, et parce que c'est l'intérêt du monde entier qui est un accord entre les Israéliens et les Palestiniens. On me dit oui, mais alors, pour avoir un accord, il faut prendre des risques. Ben, bien sûr. Mais le risque le pire, c'est qu'il n'y ait pas d'accord. Le risque, c'est pas que des hommes de bonne volonté disent allez, on avance, c'est que des hommes qui ne seraient pas de bonne volonté disent on n'avance pas. Parce que si on n'avance pas, les premiers qui en subiront les conséquences sont les Israéliens, et c'est Israël. Et le monde entier qui en paiera les conséquences. Et donc je ferai tout ce qui est possible. Et la diplomatie française, cher Bernard, fera tout ce qui est possible pour les convaincre. Bien sûr que j'ignore pas les questions. Et, pour moi, d'ailleurs, l'une des plus difficiles, c'est, je ne sais pas si on doit les appeler comme ça, c'est la question des réfugiés. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai souhaité faire évoluer un petit peu, oh là, si on a le droit de réfléchir. Moi, je préfère à l'expression deux États, l'expression deux États-nations. Alors, ça peut paraître de la sémantique. Moi, je pense que c'est important pour voir avec un certain recul et une certaine ambition la question des réfugiés. Une question importante. La question des frontières. La question du statut de Jérusalem. Mais toutes ces questions, elles sont solubles si on veut bien comprendre une chose, c'est que Juifs et Arabes, dans cette région du monde, ils vivent depuis des siècles ensemble et il faut que ça continue. Et pour que ça continue, il faut qu'il y ait un État israélien qui soit respecté, que son droit à la sécurité soit garanti par la communauté internationale, au premier rang desquels se trouve la France, et que les Palestiniens aient l'opportunité de vivre dans un État-nation. Voilà ce qu'est le message de la France. Et qu'il me soit permis de dire une chose à tous ceux qui me reprocher. Ah mais alors vous êtes, on me dit mais alors vous êtes un inconditionnel d'Israël. Bon, non, je suis un inconditionnel de personne. Je dis simplement que la communauté internationale a une responsabilité vis-à-vis de la sécurité d'Israël, ce qui m'empêche nullement de considérer qu'il faut avoir un dialogue avec tous les pays arabes. Pour moi, il y a une cohérence entre dire ce que je dis et recevoir Kadhafi. La France est libre de parler à tout le monde, et de tenir le même discours, d'ailleurs, à tout le monde. Mais une chose que je sais, c'est qu'Israël, parce qu'après Israël, c'est la mer. C'est ça qu'il faut quand même comprendre. Ceux qui donnent des conseils comme ça d'un peu de loin. Après, c'est la mer. Et quand vous êtes dos à la mer, la marge de négociation, elle est un peu plus faible. Et il y a une chose que je sais, c'est que Israël écoutera davantage ceux dont elle pense qu'ils sont ses amis que ceux dont elle pense qu'ils sont ses adversaires. Et si on veut peser sur cette question aussi difficile et importante pour l'avenir du monde,
Il faut que les interlocuteurs aient confiance. Et c'est un atout pour la France d'avoir la confiance d'Israël. Et cette confiance, je ne la mets pas au service d'un intégrisme. Je la mets au service de la paix, en disant avec la même force qu'il y a un droit pour les Palestiniens et un droit pour les Israéliens. Mais je veux dire la même chose pour le Liban. Elle me dit, mais alors le Liban, oui, bien sûr, c'est la tradition française, avec un peu une vision post-coloniale. Non. Pour Bernard, pour moi, pour la France, pardon. D'abord, le Liban, c'est capital parce que c'est l'expression d'une diversité dans une région du monde qui doit préserver la diversité. Le Liban, ce n'est pas simplement l'implantation ancienne française. Ce n'est pas simplement la francophonie. Le Liban, c'est un autre miracle. Le miracle de la diversité dans une région du monde qui doit apprendre que la diversité est une richesse et que la pureté est un risque. Je veux dire la pureté ethnique, religieuse, qui nourrit tous les extrémismes. Et je le dis très, très simplement, je crois, j'ai d'ailleurs été très attaqué là-dessus, avoir été le ministre de l'Intérieur qui a le plus fait pour les musulmans de France. J'ai été attaqué pour ça. Je me suis toujours battu pour un islam de France. Et j'ai toujours combattu un islam en France. La différence, un jour, quand vous aurez plus de temps, je suis tout à fait prêt à l'expliquer. Moi, je veux un islam de France, pas un islam en France. Et quant à Lyon, qui n'est pas, à ma connaissance, Lyon, une grande ville de tradition musulmane, à ma connaissance, ils ont construit, par l'ouverture et le courage d'élus locaux, la grande mosquée de Lyon. Je me suis rendu à plusieurs reprises. Moi, j'ai applaudi ce choix. Parce qu'on ne combat pas le terrorisme en empêchant les musulmans de pratiquer tranquillement une religion. Mais je veux dire à tous les pays qui nous regardent, si la diversité est bonne pour nous, elle est nécessaire pour vous. Moi, je veux me battre sur l'idée de la réciprocité. C'est important, cela. Nous n'avons pas peur d'avoir des mosquées sur notre territoire. Nous demandons simplement que tous ceux qui prêchent dans ces mosquées respectent les valeurs de la République. Et nous expulsons tous ceux qui tiennent des discours violents. Mais on ne peut pas venir m'expliquer que la diversité, elle est nécessaire en France et qu'elle n'est pas nécessaire de l'autre côté de la Méditerranée. Et c'est pour ça que la France est tellement attachée à la défense de l'indépendance et de la souveraineté du Liban. Pas simplement une question d'ancienneté, d'implantation. Quand bien même la France n'aurait jamais rien fait au Liban, que la France serait attachée à l'indépendance et à la souveraineté du Liban. Et puis j'aurais terminé en disant un mot de l'Iran et en m'expliquant peut-être sur des propos que j'ai pu tenir, sur lesquels vous ne partageriez pas mon opinion, ce qui est tout à fait votre droit. Moi, j'ai dit à la tribune des Nations Unies, l'arme nucléaire pour l'Iran, c'est inacceptable. Je ne pense pas avoir fait dans l'ambiguïté. Et dans le même temps, je veux vous dire avec la même force que les pays arabes, y compris l'Iran, ont à mes yeux un droit au nucléaire civil. Et je serai aussi intransigeant sur le combat contre l'arme nucléaire dans les mains du président iranien, que je ne veux pas qualifier, que je me battrai pour que l'énergie du futur puisse permettre la croissance d'un certain nombre de pays qui, s'ils devaient s'enfoncer dans la misère, seraient demain des réservoirs pour le terrorisme. Et j'aimerais qu'on réfléchisse à cela.
L'Iran, c'est un très grand pays. C'est une très grande civilisation. Et moi, je ne réduis pas la société iranienne à la personnalité de son président d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'avec Bernard Kouchner et toute la diplomatie française, on se bat pour le renforcement des sanctions onusiennes, européennes. Et les ministres qui sont ici, notamment la ministre des Finances, pourraient porter témoignage que j'ai dit aux entreprises françaises, pas de double jeu. Pas de double jeu. Pas fermeté politique et ouverture économique. Fermeté politique, fermeté économique. Parce qu'avec le double jeu, on perd tout. Et je l'ai dit pour un certain nombre d'entreprises françaises, et je mets au défi quiconque de penser que la France, ou de démontrer, joue le double jeu là-dessus. Et en même temps, je vais vous dire avec la même force qu'il faut dialoguer, y compris avec l'Iran, pour bien montrer qu'il y a une impasse, qui est la bombe, et qu'il y a une ouverture, qui est la bonne volonté, la transparence et l'avenir du nucléaire civil. La position de la France, et j'y tiens beaucoup, c'est la fermeté et l'ouverture. Il n'y a pas contradiction. Il y a complémentarité. Nous pouvons être fermes parce que nous restons ouverts dès qu'un geste de bonne volonté se présentera. Et ce que je dis de l'Iran, je le dis également pour la Syrie, pour d'autres raisons. Et à ceux qui s'étonneraient que j'ai été en Libye et que je recevrai le colonel Kadhafi, je veux leur demander de réfléchir. Si vous ostracisez des chefs d'État qui ont fait le chemin de la respectabilité, je veux dire que la Libye voulait l'arme nucléaire, elle y a renoncé. Finançait le terrorisme, elle y a renoncé. Et je suis bien placé pour savoir que les services libyens aujourd'hui collaborent avec les services de sécurité à travers le monde, américains comme français. J'en sais quelque chose. Si vous n'encouragez pas des pays à revenir dans le camp des États responsables et respectables, qu'est-ce que vous dites à l'Iran? Et ce que je dis du guide Kadhafi, je le dis également de la Corée du Nord. Si la Corée du Nord, avec les progrès que nous venons de voir, si ça ne se traduit pas par des ouvertures politiques, alors vous renforcez le régime iranien en lui disant bah, regardez, ça ne sert à rien, puisque de toute manière, ils sont pour un choc de civilisation. Voilà pourquoi je souhaite que la diplomatie française ait cette position équilibrée. Nous sommes de la famille des démocraties, nous sommes des alliés et des amis des États-Unis, nous nous battons sur la défense de la sécurité d'Israël totalement et nous voulons parler à tout le monde. Justement parce que nos amis savent que nous sommes des amis fidèles et loyaux, mais indépendants, libres et debout. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendiez de moi, mais moi, ça m'a fait plaisir de vous le dire comme ça. J'admets bien volontiers qu'il y aurait d'autres façons de parler des affaires dites étrangères. Mais moi, je veux parler de ces affaires de façon simple, je l'espère de façon juste et en tout cas de façon compréhensible. J'en ai assez qu'une petite élite explique au peuple que ces choses sont si compliquées qu'il convient surtout qu'ils ne comprennent pas où on veut les conduire. Ces choses ne sont compliquées que par ceux qui ne sont pas capables de les comprendre. Et le rôle des dirigeants, c'est d'expliquer en permanence où ils vont et pourquoi ils y vont. Et quand je ne comprends pas quelqu'un, je me méfie toujours. Et j'espère qu'à l'inverse, vous avez compris la position de la France. Et c'est sous un tonnerre d'applaudissements que celui qui se présente désormais comme l'ami des Juifs et d'Israël a reçu la flamme des communautés juives d'Amérique du Nord, tout un symbole.